Bonjour Christophe Darmanja. On a eu le Bonjour. plaisir d'accueillir votre texte de la richesse et de la nécessité de la définir dans le numéro récent de la pensée, numéro 413, dans lequel on a eu la première partie, et la deuxième partie paraît dans le numéro 414 qui est au mois de fin juin. Dans ce texte, vous revenez sur le projet de l'anthropologie sociale consistant à classer les sociétés. Vous expliquez que malgré ces apports, ce projet peine à produire une classification qui fasse consensus, notamment sur la question de la création de la richesse, de la création et de l'utilisation de la richesse, c'est-à-dire euh, en quoi vous développez ça dans votre article. Oui, alors enfin, c'était comme assez souvent, je m'appuie sur les travaux d'un anthropologue qui s'appelait Alain Testard et qui insistait pour dire que la science des sociétés était quand même une drôle de discipline scientifique, puisque finalement elle existe depuis 150 ans et qu'elle a toujours pas réussi à produire une classification de son objet qui fasse consensus. Ce qui est quand même une situation très étonnante et comment dire, il y a quand même pas beaucoup de disciplines scientifiques qui, si j'ose dire, pourraient se vanter. Voilà. Le problème est même plus grave que ça, c'est que depuis un certain nombre de décennies, non seulement on n'a pas une classification comme ça, mais on a renoncé à l'avoir. Et on voit même des textes de grands anthropologues qui expliquent que jamais on classera les sociétés, que ça n'a pas de sens, que chaque société est particulière et qu'il faut surtout pas faire un comparatisme trop large, etc. Alors moi, m'inscris en faux contre ce type de conception et donc j'ai mis mes pas, si j'ose dire, dans ceux d'Alain Testard qui avait écrit notamment en 2005 un livre vraiment très intéressant, qui s'appelle Éléments de classification des sociétés et où il était, je crois, le premier a proposé une division en trois parties, mais dont comment dire, la ligne de partage des eaux fondamentale, c'était cette question de la richesse. Avec, on va dire, au départ, une idée, j'allais dire toute bête, hein. Enfin, c'est pas du tout toute bête, mais enfin, si on veut le dire simplement, bah, on sait depuis longtemps qu'il y a des sociétés dans lesquelles les gens ont l'air de se moquer de la possession des biens matériels. Apparemment, ils y sont relativement indifférents. Ils partagent beaucoup. Dès que quelqu'un trouve que le chapeau il est joli, il lui dit bah tiens donne-le-moi, on lui donne, voilà. Et ce sont des sociétés où on va se préoccuper d'autres choses. C'est pas forcément des sociétés toujours aimables pour autant, mais en tous les cas, posséder des biens matériels plus que son voisin, c'est quelque chose qui vient à l'idée de personne. Et puis, bah, nous, on sait bien qu'il y a d'autres sociétés dans lesquelles ça compte et où même ça compte beaucoup. Alors, Testar avait eu cet effort de prendre cette affaire au sérieux et de se demander, comment dire, non seulement pourquoi on était passé d'un stade à l'autre, mais même déjà de caractériser ces stades et de se demander finalement qu'est-ce que c'est que la richesse, comment on peut la définir. Et c'est en partant de ce qui me semblait être un certain nombre d'insuffisances ou de problèmes dans ces réponses que bah, j'ai essayé d'avancer d'un cran et en écrivant le double article dont il est question. Alors justement, ça vous conduit à préciser la définition de la richesse. Quels sont les enjeux de ce travail théorique? Alors les enjeux, bah, c'est comme souvent en science, hein, on a l'impression parfois de couper un petit peu les cheveux en quatre, hein, et de s'époumoner sur des problèmes qui sont apparemment sans intérêt. Alors moi je dirais simplement que on n'est jamais trop bien armé de définitions précises. En particulier justement quand on discute société et où on a une fâcheuse tendance à avoir des mots qu'on utilise depuis longtemps. Alors, je parle là de la richesse, mais ça vaudrait aussi, par exemple, pour, je sais pas moi, féodalisme, esclavage, etc. Ou ça peut vouloir parfois dire hiérarchie, classe sociale, etc. Ça peut vouloir un peu dire tout et un peu dire rien. En tous les cas, on en a une idée vague. Mais sauf que du coup, dès qu'on se met à essayer de discuter précisément de ce qui s'est passé, surtout dans des périodes où il se passe des choses
fine et un peu subtile, eh ben on est désarmé et on peut avoir des gens qui, pendant des décennies, écrivent des choses contradictoires ou apparemment contradictoires sans démêler les chevaux. Donc moi, je pense que en sciences sociales, on ne passe jamais trop de temps à essayer d'affiner ces concepts, à essayer de savoir vraiment de quoi on parle. Et en particulier, un des problèmes qui avait sauté aux yeux d'Alain Testard, c'est que les premières sociétés qui semblent accorder de l'importance aux biens matériels bah, s'en servent pas pour les mêmes choses que nous. Hein, nous, la richesse, ça sert bah, pour tout un chacun à vivre, à acheter son pain quotidien, à se loger, à s'habiller. Et puis pour ceux qui en ont beaucoup, ça sert à capter le travail des autres. Voilà. Bon. Et ben dans les premières sociétés où la richesse apparaît, ça ne sert ni à la première utilisation que je viens de dire, ni à une autre, puisque ce sont des sociétés où il n'y a pas beaucoup d'inégalités sociales, où il y a peu de gens qui travaillent pour d'autres et de manière souvent marginale, et où, bah, comme il n'y a pas de division du travail, tout le monde fait pousser, si j'ose dire, son pain quotidien. Enfin, ma formulation est un peu malheureuse, mais enfin, vous aurez compris ce que je voulais dire. En revanche, on se sert donc des biens matériels dans des occasions qui nous semblent bizarres. Pour se marier, on paye sa belle famille. Pour arrêter une vendetta, on va payer les gens à qui on a fait du tort pour qu'ils nous zigouillent pas. Voilà. Et donc c'est tout ça que Alain Testard avait exploré avec, encore une fois, à mon avis, quelques insuffisants. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails tout de suite, mais enfin, faut lire l'article. Mais c'est là qu'à mon avis, il y a des choses voilà, qui méritaient d'être creusées. Et du coup, quel chemin il reste à parcourir? Alors, le chemin qui reste à parcourir, on va directement supposer que j'ai donné une bonne réponse, hein, c'est ça l'idée, c'est que même une fois qu'on a défini correctement ce qu'est la richesse, il reste, à mon avis, au moins deux grands problèmes. L'un qui est un problème classique, c'est le pourquoi. Comment ça se fait que les sociétés ont basculé un jour vers la richesse? Alors, on connaît tous la réponse de Jean-Jacques Rousseau qui disait le premier qui un jour a eu la mauvaise idée de clôturer son champ, etc. Mais Rousseau n'était pas un imbécile et il ajoutait lui-même, moi je raconte que ça s'est passé comme ça, mais c'était sûrement une idée qui était devenue dans l'air du temps pour un certain nombre de raisons que je ne connais pas. Et voilà, les transformations sociales n'arrivent pas parce que un matin, quelqu'un s'est levé du mauvais pied et a une idée bizarre et que les autres se disent après tout, pourquoi pas. Donc la réponse traditionnelle, c'est que ces transformations étaient liées à l'agriculture. Testard avait montré en son temps que l'agriculture, c'est une réponse assez approximative et qui ne marche pas très bien. Il avait proposé le stockage. Moi-même, j'avais repris un peu le dossier, je proposais encore une réponse un petit peu différente. Enfin bon, bref, sur tout ça, il y a encore de quoi faire. Et puis l'autre dimension, je dirais, du problème, c'est qu'une fois que la richesse arrive, il y a des sociétés qui vont avoir des trajectoires assez différentes, avec certaines sociétés qui vont utiliser la richesse, mais comment dire, en la corsetant, en ayant tout un tas de coutumes qui fait que finalement, cette richesse va jouer un rôle relativement marginal, et ça va être des sociétés qui vont être, j'allais dire, un peu collectiviste, un peu égalitaire. Donc il y a de la richesse, mais c'est pas ça qui va compter beaucoup, au moins dans un premier temps. Et puis on en voit d'autres où au contraire, ça va être ce que Testard appelait des plutocraties, hein, où dès que la richesse arrive, il ne va pas y avoir de frein et il va y avoir des individus qui vont faire du bling-bling. Alors évidemment, pas du bling-bling avec des automobiles et etc., mais on va construire des grands mathothèmes. Je ne sais pas, moi, par exemple, peut-être que ce qui se faisait à Karnak, hein, ces immenses pierres dressées, etc., eh ben, c'était peut-être l'expression et c'était même probablement le bling-bling de l'époque, hein, voilà. Donc, comprendre comment les sociétés ont pu ensuite s'engager sur des trajectoires différentes, quels sont les facteurs explicatifs, etc., bah, c'est un vaste chantier. Merci beaucoup. On rappelle que votre article donc, est paru en deux temps dans le numéro 413 et le numéro 414 de la revue La Pensée qu'on peut se procurer soit sur Cairn pour l'achat à l'article, soit à la Fondation Gabriel Péry pour commander le numéro imprimé, notamment sur le site web, et que vous tenez un blog particulièrement passionnant sur ces questions d'anthropologie sociale, dont je rappelle le titre qui me plaît beaucoup, La hutte des classes. Merci Christophe Darmanja. Merci à vous.